Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est quoi la science? Rien qu'en disant ça, je sais que certains vont lever les yeux au ciel. C'est trop compliqué, trop chiant, réservé à une élite. Ou au contraire, ah, ça va, on sait tout ce que c'est la science. Mais est-ce vraiment le cas? Tout d'abord, avant de commencer, qui suis-je? Bien, je m'appelle Semten, et je ne suis pas scientifique. Du tout. Mon métier, c'est la communication. Plus spécifiquement, la communication scientifique. C'est-à-dire que j'aide à rendre la recherche plus accessible à différents publics. Mais surtout, je suis curieux. Un curieux qui aime se poser et poser des questions. Parfois naïves, parfois critiques, mais surtout j'essaie de trouver des réponses raisonnables. Alors vous pourriez me dire que n'étant pas scientifique, j'ai pas de légitimité à parler de ce sujet. Mais justement, mon but n'est pas de me faire passer pour un expert, mais de montrer que l'on peut se réapproprier l'esprit critique. Avec un peu de rigueur, chacun peut discuter de science, même sans être un spécialiste, à condition de rester honnête, ne pas prétendre savoir plus que ce que l'on sait et ne pas tromper les gens. Bon, maintenant il est temps d'aller voir ce que vraiment ça veut dire quand on parle de science. Et je vous propose de commencer par quelques idées reçues, du genre la science, c'est des découvertes spectaculaires. Alors oui, mais pas que. C'est aussi beaucoup d'échecs. Et c'est souvent grâce à eux que ça avance. Ou encore, la science est faite pour les génies comme Einstein. Ouais, mais là encore, pas que. Elle est surtout faite par des gens ordinaires, passionnés et rigoureux. Ou encore dire, la science est neutre. Alors oui, mais non, vraiment pas. Elle est faite par des humains, avec leurs biais et leurs erreurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de protocoles, de vérification par les pairs et de critiques. Une autre idée reçue, c'est de dire que la science a toujours raison. Mais là, il y a un danger lorsqu'on dit ça. C'est ce qu'on appelle du scientisme. C'est de croire que la science est une vérité absolue. En réalité, la science est un processus. Il avance, se trompe et se corrige dans le temps. Les consensus ne sont pas gravés dans le marbre. Ils naissent de cette autocorrection constante. C'est d'ailleurs ce qui différencie la science d'un dogme. C'est que quand une meilleure preuve arrive, eh bien on change d'avis. On oublie souvent que la science d'aujourd'hui, elle s'est construite sur des générations d'hommes et de femmes. Chacun a apporté sa pierre, parfois une grande découverte, mais parfois juste une petite observation. C'est cette accumulation qui permet aujourd'hui des recherches ultra spécialisées et avancées. Depuis des siècles, des gens se sont posés des milliers de pourquoi. Pourquoi la pomme tombe? Comment se forment les vagues? Pourquoi le ciel est bleu? Tous ces pourquoi ont enrichi l'humanité. En science, on appelle état de l'art tout ce qu'on sait déjà. Chaque chercheur s'appuie dessus pour aller un peu plus loin. Et quand des résultats sont confirmés par plusieurs études indépendantes, avec des méthodes différentes, c'est là qu'un consensus se forme. C'est pas une vérité éternelle, c'est ce qu'on peut affirmer avec le plus haut degré de fiabilité à un instant T. D'ailleurs, clarifions tout de suite un mot souvent très mal compris, c'est le mot théorie. Dans le langage courant, ça peut être n'importe quelle idée. Mais en science, une théorie est un cadre explicatif solide, construit à partir d'un grand nombre de preuves constamment vérifiées. La théorie de l'évolution, la théorie de la relativité, la théorie cellulaire, ce ne sont pas des opinions, ce sont des piliers robustes de notre compréhension du monde. Quand un ensemble de principes d'observation et de méthodes explique bien un phénomène, on parle aussi de paradigme scientifique. Et quand s'accumule suffisamment d'éléments incompatibles avec ce paradigme, eh ben il peut s'effondrer et laisser place à un nouveau cadre plus explicatif. C'est ainsi que la science progresse. Et comment la science produit-elle des connaissances concrètement? Eh ben on formule des questions claires, puis des hypothèses testables. On définit un protocole pour réduire les biais, on mesure, on collecte des données, on analyse, on compare avec ce qu'on savait déjà, on publie pour exposer le travail à la critique. D'autres équipes essaient de reproduire, et avec le temps, des synthèses et des méta-analyses évaluent l'ensemble. La force des résultats dépend de leur reproductibilité, de la qualité des données, de la transparence des méthodes. Et la controverse en science, ce n'est pas un bug, c'est un moteur de la connaissance. La science n'existe pas dans le vide, elle est ancrée dans un tissu social, politique et économique. Comme le souligne l'historien des sciences Dominique Pestre, la science est une pratique sociale située, produite par des chercheurs, des institutions, des financements et orientée par des priorités collectives. Elle est traversée par des choix politiques. Où va l'argent? Quels programmes sont financés? Quelles disciplines sont dites prioritaires? L'histoire montre que tous les régimes politiques produisent de la science, y compris les plus autoritaires.
Le régime nazi, par exemple, a produit des résultats, mais au prix d'atrocités et d'expériences inhumaines. Elles ont été mises en lumière lors du procès de Nuremberg. De ces dérives est né le code de Nuremberg. C'est un socle de l'éthique médicale moderne. La science reflète donc les valeurs et contraintes de la société qui l'a produit. Elle peut être instrumentalisée au service d'une domination, ou bien orientée vers le bien commun. Mais l'influence marche aussi dans l'autre sens. La science éclaire la politique. Elle produit des savoirs qui orientent des décisions publiques et aident à arbitrer entre des futurs possibles. On le voit sur le climat, avec les rapports du GIEC devenus des références dans les négociations internationales, même si pas toujours suivies. On le voit en santé, où la recherche biomédicale et les données épidémiologiques servent de base aux politiques de prévention et de vaccination. On le voit dans l'énergie, où les choix sur le nucléaire, le renouvelable et les carburants s'appuient sur des scénarios d'experts. Mais la science n'apporte pas la décision. Elle propose des données, des scénarios, des évaluations de risques. Les choix finaux dépendent aussi d'enjeux économiques, sociaux et surtout idéologiques. La science éclaire la délibération collective sans s'y substituer. Regardons par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Des coupes budgétaires et des réorganisations menacent plusieurs agences clés comme la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Elle suit et mesure météo, climat et océan, et fournit des observations satellitaires et des réseaux de bouées indispensables aux prévisions. Ou encore la National Science Foundation, la NSF, qui finance une large part de la recherche académique, notamment fondamentale, dans de nombreuses disciplines. Ou l'EPA, l'Environmental Protection Agency, dont les rôles sont la protection de l'environnement et la santé publique, et s'appuie sur des programmes de recherche et d'évaluation de risques. Ces organismes ne produisent pas que des rapports, ils fournissent des données vitales pour prévoir les ouragans, suivre le climat, surveiller la qualité de l'air, de l'eau et plein d'autres choses. Quand on coupe ces ressources ou qu'on les fragilise, on impacte la science américaine, et de ce fait, une partie de la science mondiale qui dépend de ces données qui sont partagées. Parlons maintenant des orientations de la recherche. Dans les politiques publiques, on privilégie souvent, et de plus en plus, ce qui promet des applications rapides. C'est compréhensible, on veut des résultats concrets. Mais sans recherche fondamentale, il n'y a pas de terrain fertile. Les grandes révolutions comme l'électricité, le laser ou même Internet sont nées d'explorations dont on ne voyait pas du tout l'utilité immédiate. La recherche fondamentale demande du temps et des investissements, souvent publics, parce que les retombées ne sont pas immédiates. Quand on ne finance que ce qui est vite rentable, on passe à côté de découvertes majeures. La recherche appliquée, elle, transforme ses bases en solutions concrètes et séduit plus facilement le privé. L'équilibre entre les deux est crucial et pâtit directement des décisions politiques et économiques. Il existe un autre danger, ne pas comprendre la démarche scientifique. C'est là que prospèrent les pseudosciences. Elles empruntent le vocabulaire de la science, ses schémas, mais sans la rigueur des preuves. On le voit en santé, avec des solutions miracles non étayées, ou dans le développement personnel, avec des mélanges hasardeux entre psychologie, neurosciences et ésotérisme, ou dans l'usage dévoyé des résultats de sciences sociales pour justifier certaines idéologies. Si on baisse la garde, on passe de la curiosité à l'adhésion totale, parfois jusqu'à des dérives sectaires. Comprendre une démarche scientifique n'est pas un luxe, c'est un garde-fou. Quand la méfiance s'étend à tout le système, on peut basculer dans le conspirationnisme. Faute de clés pour comprendre des sujets complexes, les récits simples qui expliquent tout deviennent séduisants. Pendant le Covid, certains ont cru que le virus avait été volontairement fabriqué en laboratoire comme une arme biologique. Des campagnes anti-vaccins ont parlé de puces électroniques, de stérilisation de masse et d'un plan mondial secret. Et sur le climat, on entend encore le réchauffement est une invention des scientifiques pour toucher des financements. Ces discours exploitent la méfiance et donnent l'illusion d'une vérité cachée. De la méfiance, on glisse alors vers le rejet des institutions, parfois jusqu'à la haine. D'où l'importance d'une éducation à l'esprit critique. Douter, oui, mais douter intelligemment. Des travaux en sociologie et en psychologie cognitive montrent ce mécanisme. On peut citer par exemple le sociologue Gérald Bronner sur la démocratie des crédules, et ainsi que des juristes Cass Sunstein et Adrien Vermeul sur la formation et la diffusion des théories du complot. Alors la science n'est pas parfaite, elle n'est pas neutre et elle n'est pas magique. Mais c'est le meilleur outil dont nous disposons pour comprendre le monde. Au lieu de la fuir, apprenons à l'apprivoiser. Pas comme une religion, mais comme un outil collectif et critique. Mon parti pris, c'est de rester curieux, sceptique, tout en essayant de ne pas sombrer dans le cynisme. Et je considère que la science appartient à tout le monde, parce qu'elle nous concerne toutes et tous.